de suite, le JT. Merci de nous suivre sur Electron Group Média. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du journal de 13h. Et puis à l'entente de cette édition, ouverture hier 29 mai 2025 du Conseil ordinaire des ministres sous la présidence du maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, président de la République. Un seul projet est inscrit à l'ordre du jour, adoption du plan national de développement Tchad Connexion 2030. Retour sur ce conseil avec Diana Nepitimbaye. Ce plan ambitieux, axé sur la transformation économique, sociale et environnementale du pays, prévoit 241 projets et réformes stratégiques pour un investissement global de 18 000 milliards de francs CFA. Objectif clé, électrification à 60% d'ici 2030, accès à l'eau potable pour 11 millions de personnes, scolarisation à 80% au primaire, développement de l'agro-industrie, du numérique, du tourisme et du secteur minier. Le plan vise aussi à renforcer la résilience climatique et la sécurité nationale. Ce PND vise à augmenter le PIB du pays de 60% et à faire du Tchad un modèle de développement en Afrique. Ce plan national de développement est cohérent avec le projet de société du maréchal Mohamed Idriss Déby Itno qui a pour priorité le plein emploi, l'accès à l'électricité, la réduction du coût de la vie, l'éducation, la santé, le tourisme, le changement climatique, le développement de l'agro-industrie et l'industrialisation. Avec ces projets structurants, Tchad Connexion 2030 vise à générer un impact économique et social immédiat. Au global, 46% des projets du plan national de développement sont éligibles au financement privé et son déploiement est possible dans sa totalité tout en maintenant un niveau de dette soutenable. L'ambition de Tchad Connexion 2030 est d'engager le pays sur la voie d'une transformation radicale et systémique visant à bâtir une croissance soutenue, durable et inclusive. C'est dans cette optique que le président de la République, chef de l'État, appelle à la pleine mobilisation du secteur privé, de la société civile, des partenaires internationaux ainsi que des Tchadiens pour la réussite de ce PND. À la suite du drame survenu le 14 mai dernier dans le village de Mandaka au département de la Dodié, une mission conduite par le ministre de la Communication qui a visité la dite localité est arrivée à la fin de sa mission. C'était hier le 28 mai. Nos envoyés spéciaux Baindixom Sadok et Beremadi de retour de Mandakao se sont intéressés à la question de la sensibilisation devenue cruciale dans la reconstruction du lien social. À Mandakao, la vie tente de reprendre son cours malgré les stigmates encore vifs laissés par les violences. Dans une atmosphère mêlée de prudence et de volonté de paix, habitants et chefs traditionnels expriment leur désir profond de cohabitation pacifique. Kaftar Oumar Sali, médiateur de la communauté Falata, appelle à la responsabilité collective. Il exhorte les autorités publiques ainsi que les organisations de la société civile à intensifier les campagnes de sensibilisation au vivre ensemble. Anina ma gambayda gambay kullu ma hawanin nadu ma yakhutta fi rasa yqul ayu gambay hawan. L'événement qui s'était passé, nous ne pouvons pas affirmer que tous les gambay sont mauvais. Par contre, nous déplorons le fait que du côté des chefs traditionnels de la communauté, personne ne s'est approché de nous pour qu'ensemble nous cherchions des voies et moyens afin de solutionner les problèmes. Et l'État, de son côté, a pris les dispositifs sécuritaires pour que ceux qui ont fui les exactions regagnent leur domicile. À travers votre micro, nous lançons un appel au gouvernement de venir sensibiliser la population pour instaurer les vivre ensemble.
Les témoignages recueillis sur place convergent tous. Un même appel, celui d'un retour à la paix durable. Les populations autochtones demandent instamment aux autorités de multiplier les actions de sensibilisation, y compris à l'endroit des familles réfugiées en brousse, afin de les initier à regagner leur localité. À Mandekao, entre douleur et espoir, les voix s'élèvent pour conjuguer le spectre de la division. L'heure est venue d'agir avec responsabilité et humanité pour que jamais plus une telle tragédie ne vienne endeuiller la nation. Et puis nous restons toujours en politique d'une province à une autre. Le délégué du gouvernement auprès de la province de Wadifira à la tête d'une délégation de N'Djamena en mission de prospection dont la dite province a visité le champ Cap sur le site de Wadifira. Il était accompagné des autorités administratives de la localité. L'objectif est de faire une prospection dans le but de désaltérer la population de Biltine. Hala Nathalie Krimba. Depuis 2 jours, la délégation du ministère de l'eau et de l'énergie séjourne à Biltine, sillonnant les sites hydrauliques, des installations et des champs captants pour trouver des solutions définitives aux problèmes d'accès à l'eau. Ici, nous sommes dans le site Wadi de Wadifira, une localité située à 30 km de Biltine. Ces champs captants étudiés depuis un certain temps par les experts du domaine répondent aux standards et la nappe est bonne. C'est un espoir pour le gouvernement tchadien de résoudre le problème et un ouf de soulagement pour la ville de Biltine et les villages environnants. Aujourd'hui, la machine a été mise en branle et ça a permis de pomper au moins l'eau à plus d'1 heure. Et les techniciens m'ont rassuré que les sondages sont bons. Moi-même, là, si vous avez remarqué tout à l'heure, j'ai pris de l'eau de ma main pour boire. L'eau est consommable et en ce moment, vous savez que le bétail est venu prendre de l'eau, la population aussi aux alentours, ils sont venus prendre de l'eau. Et l'eau est en train de couler à flot derrière moi. Donc dans le Wadi de Wadifira en ce moment, on peut dire qu'il y a une très grande probabilité d'eau qu'on peut exploiter pour renforcer déjà le travail qui a été fait avant, pour permettre d'augmenter encore le volume de mètres cubes d'eau pour la population de Biltine. L'eau dans cette localité est de bonne qualité. Toutefois, une équipe séjournera 3 jours dans le site du Wadi pour étudier les contours et constater les débits. Le ministère de l'eau et de l'énergie, à travers le projet d'infrastructure de l'eau rurale pour le Wadifira et l'Enedi Est, travaille d'arrache-pied pour soulager la peine de la population. Les autorités administratives et locales espèrent dans un avenir proche désaltérer la ville de Biltine. Et puis l'élection du président de la BAD, entendez Banque africaine de développement, s'est déroulée le 29 mai dernier à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Notre compatriote Abbas Mahamatoli a fait face à 4 autres candidats d'envergure. À la surprise générale, le candidat du Tchad a été surclassé dès le premier tour. Un échec qui est à la fois surprenant et qui est inquiétant quant à la place du Tchad sur la scène internationale. Mistangar Victor, commentaire. Encore une fois, le Tchad perd une place plus importante à la tête d'une institution bancaire internationale. Il s'agit de l'élection du président de la BAD, Banque africaine de développement. Abidjan, capitale de la Côte d'Ivoire, a accueilli les 88 pays actionnaires de cette institution bancaire. Notre compatriote Abbas Mahamatoli, ancien ministre des Finances et ex-gouverneur de la BAC, s'est mesuré à 4 autres candidats les plus redoutables. Il s'agit d'Amadou Hott du Sénégal, du docteur Samuel Munsele Maimbo de la Zambie, de Madame Badiamboulil Swassi Tchabalala de l'Afrique du Sud et de docteur Sidi Ould Tah de la Mauritanie. Contre toute attente, le Mauritanien Dr Sidi Ould Tah a gagné haut la main ce challenge. Abbas Mahamatoli est éliminé dès le premier tour. Il tient la queue du peloton en totalisant que 0,52%. Dr Sidi Ould Tah succède donc à ce poste au Nigérian Dr Akinwumi Adesina qui a passé 10 ans à la tête de cette institution bancaire africaine. Mais ce qui interroge le plus dans cet échec de l'ancien ministre des Finances tchadien et ex-gouverneur de la BAC, c'est la place qu'occupe actuellement le Tchad dans la scène internationale. La diplomatie tchadienne est-elle en train de ne plus peser dans la sous-région, voire sur le continent? L'échec d'Abbas Mahamatoli n'est pas chose isolée. Il
vient s'ajouter à la liste des autres compétitions perdues. Il s'agit de professeur Ali Suleiman Dabi au niveau du CAMES, de Adam Younusmi à la Segnan et aujourd'hui avec la BAD. Le ministère des Affaires étrangères tchadienne a donc du pain sur la planche, celui de reconquérir la place du Tchad sur la scène internationale. Et puis dans la société tchadienne, autrefois incontournable dans la garde-robe des femmes tchadiennes, le style vestimentaire de nos grandes-mères semble aujourd'hui perdre son prestige auprès des jeunes filles. Ces dernières préfèrent largement le prêt-à-porter et plus pratique et moderne. Cette pratique ne va-t-elle pas à l'encontre de la culture africaine concernant le style vestimentaire? La réponse avec Vunba Kiobe. Le point est perçu comme un vêtement réservé aux femmes et le porte au quotidien. Cette perception du point comme un habit traditionnel et peu tendance pousse les jeunes filles à se tourner vers des vêtements importés tels que les jupes, les prêt-à-porter, plus en phase avec le style vestimentaire actuel. Le style vestimentaire est l'un des freins majeurs à l'adoption du point chez les jeunes filles. Face à cette incertitude, le sociologue Sopika Ferdinand explique cette pratique au vu sociologique. Certains comportements, bien certains habillements que nous remarquons vont à l'encontre de nos pratiques, nos mœurs, bien une certaine dépravation des mœurs, puisque la femme africaine a été toujours remarquée positivement dans son style vestimentaire. Mais celle de maintenant, il y a un grand changement, puisque nos filles ou bien nos mères sont aussi influencées par les réseaux sociaux, par les nouvelles technologies comme les TikTok, les Facebook, WhatsApp. Elles voient l'habillement de certaines femmes et cela les influence négativement. Donc c'est vraiment une perte de nos bonnes pratiques. Parce que l'image de la femme actuelle avec la femme d'avant, bien d'hier, c'est vraiment autre chose. Les femmes tchadiennes perdent aujourd'hui leur style vestimentaire au détriment des mœurs étrangères. Mayoubila Mariam, entrepreneur de la culture tchadienne, explique cela. Les femmes d'antan respectaient la culture et la tradition. Les gens respectaient les us et les coutumes et les mœurs. Et une femme nue, à quoi ça ressemble? Ça ne ressemble à rien. Il y a dans certains pays, c'est la dépravation des mœurs, c'est les influences extérieures avec la venue de la télé. Les gens regardent ce qu'ils veulent, les enfants font des tenues qu'on appelle DVD, dos, ventre, dehors. Tout ça, ils font parce qu'ils imitent les autres, mais ça ne sert pas à notre culture. Si j'ai bonne mémoire, à un certain moment, les chefs traditionnels coutumiers sanctionnaient les filles qui ne s'habillaient pas bien. Ils les punissaient, ils les déshabillaient, ils les obligeaient à porter des pailles, tout ça. Et je crois que c'est l'éducation aussi de base de chaque famille. Ça dépend de qui éduque qui. Il est important de garder l'identité de la femme africaine par son style vestimentaire, avoir la nostalgie de sa mœurs de façon esthétique, comme les grandes-mères, afin de redonner une image digne de la femme africaine. Et puis aujourd'hui, 21e siècle, les pagnes ont perdu leur valeur au détriment des pantalons et des prêt-à-porter. Ce style qui ne reflète plus l'image et l'identité de la femme tchadienne, plus encore africaine. La femme noire qui a la nostalgie de sa culture par le style vestimentaire. Interrogée à ce sujet, Mayoubila, Mariam, entrepreneur de la culture tchadienne, explique au micro de Vunba Kiobe. Aucun parent ne peut accepter que son enfant se présente nu. Et puis, je ne sais pas quel plaisir ces filles ont à se présenter nues. Parce que c'est ton intimité là que l'homme veut découvrir. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a même très peu de mariages. Parce que tout est dehors. Les hommes voient déjà tout. Est-ce qu'ils ont besoin de payer pour aller voir ça encore à l'intérieur? Il faut que les filles même soient conséquentes et sérieuses avec leur mentalité et leur vision. Moi, je trouve que c'est question simplement de changement de mentalité. Et si nous parlons de manque d'identité culturelle, ça joue.
Il y a des choses que je n'accepte pas. Ils font des jupes où tu vois à peine le slip dehors, mais est-ce que c'est le tissu qui manque au marché ou bien est-ce que c'est parce qu'il faut absolument porter ces mini-jupes-là pour être reconnue comme une fille évoluée, émancipée? Si on viole certaines filles, c'est parce qu'elles cherchent, parce qu'ils provoquent les hommes par leur tenue. J'ai dit, mais où est la métamorphose si on ne peut pas se métamorphoser de son quotidien, de son train de vie quotidien sur scène pour être un acteur? Ça, on imite, on joue, on entre dans le personnage et on adopte le personnage, les costumes, tout ça. Mais quand on descend, on reste femme tchadienne et on doit défendre notre culture. Je n'ai pas besoin que quelqu'un m'impose de porter des pantalons avec ma forme qui ne marche pas avec des pantalons, tout ça. Je ne le ferai pas. Moi, certaines filles me dégoûtent quand elles portent certaines robes sexy, le ventre est de l'autre côté, les fesses sont de l'autre côté, et c'est très vilain à voir. Moi, je crois que c'est ceux qui consomment ces costumes-là qui les encouragent à faire. Nous devrions garder notre culture, notre tradition. C'est pas être bien habillé, couvrir tout le corps qui fait que tu n'es pas une femme intellectuelle, une femme évoluée. Et on dit cabas cellulaire, mais c'est la culture de qui? Pour prendre une étoffe, coudre 4 ou 5 robes, pendant que tu peux en faire que 2 belles robes qui vont vraiment donner l'envie qu'on te regarde 2 fois. Que les filles se ressaisissent, qu'ils puissent garder les cultures des parents et honorer le peuple tchadien. Et puis en culture, pour finir, au sud-ouest du Tchad, dans la communauté Moundang, le mariage demeure bien plus qu'une simple célébration. Il est un creuset de valeurs, un lien sacré entre familles et un acte de transmission culturelle. Malgré les vents du changement, cette institution réside entre modernité et sacralité. Reportage signé Diana Nepitimbay. Fiers de leur héritage, les Moundang se singularisent par leur attachement indéfectible à leurs traditions. Longtemps perçus comme un peuple replié sur lui-même, ils s'ouvrent désormais au monde sans renier leur identité. Le mariage, chez eux, incarne cette dualité, un socle ancestral influencé aujourd'hui par les mutations sociétales et les religions. Les dots en pays Moundang ont effectivement évolué parce que aujourd'hui, les jeunes garçons, les jeunes filles ne suivent plus le même parcours de leurs aînés. L'école a fait que les enfants sortent et découvrent d'autres peuples. Et avant, le monde était endogamique. Hein. Ils se mariaient entre eux. Mais déjà, aller à un autre village, déjà, c'est loin. Aujourd'hui, les Moundans sont ouverts. Hein. Le mariage est exogamique souvent. Et ce n'est plus la même contrainte, aussi bien pour les mariés que pour les parents. Et moi, dans ma famille, j'ai tout. Le Tchad est représenté, que tout des Akawa, des Goran, des Arabes, des Ngambaye, des Sara, des Mouroum, j'ai tout. Des Peuls, j'ai tout dans ma famille. Donc il y a cette ouverture-là que l'école a apportée, que les voyages aussi ont permis aux enfants de bouger et de ne pas être forcément allés dans leur village. Donc, ils peuvent rencontrer d'autres choses. Des rites de dot aux cérémonies de bénédiction, chaque étape du mariage Moundang engage la collectivité. Ce moment solennel, empreint de chants, de danse et de conseils des sages, est un véritable théâtre de la mémoire collective. Mais les défis n'en manquent pas. La grande modification, c'est l'instabilité conjugale. Avant, quand on se marie, c'est à vie. Parce que quand il y a un conflit dans un couple, les 2 familles vont s'arranger pour que les couples restent soudés. Pour les enfants, mais aussi pour le bonheur du couple. La famille contribue un peu à stabiliser le foyer et à créer les conditions d'une vie harmonieuse. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les gens se sentent plus indépendants. Ils ne pensent plus beaucoup à la famille parce que le mariage, c'est une affaire de 2 personnes. Alors qu'en réalité, avant le mariage, ce n'est pas seulement une affaire de 2 personnes. Une affaire de 2 familles, des clans, des villages. Donc quand on se marie dans un village, on devient allié de ces villages-là. Parce que de sorte que lorsque tu es de tel village, tu vas là-bas, tu vas dire j'ai ma soeur ici. Et tu es accueilli comme chez toi. Même s'il y a un problème, on va dire ah, c'est notre belle famille, on ne peut pas faire de problème. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas.
Au pays Mundang, se marier ne relève pas seulement de l'amour ou du droit. C'est un rite de passage, une institution sociale, un hommage aux ancêtres et un legs aux générations futures. Et tant que résonneront les tambours de ces noces, la culture Mundang ne cessera de vivre. Et puis, un enfant qui respecte les anciens grandira avec sagesse, proverbe Mundang. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, portez-vous bien. Au revoir.